Salut Charles, Salut Seb. bienvenue sur T45 avec, pour parler d'Alan qui va fêter ses 10 ans là, dans très 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 peu de temps. Exactement, le mois prochain. Bon, incroyable. 2016-2026, une des plus belles scale-up françaises, en toute subjectivité, puisque j'ai fait investir, il y a 4 ans maintenant, Teampact Ventures, tu t'en souviens sûrement. Donc désormais, vous êtes valorisé 4 milliards d'euros. Le cap du million de membres a été franchi là, à la toute fin 2025. On va aussi revenir là-dessus et fêter ce milestone, si tu le veux bien, dans un instant ensemble. Déjà, pour cette année, je te souhaite quoi ? Je pense que continuer la croissance qu'on a eue l'année dernière et continuer. C'est quoi, 40-50%? C'est près de un peu plus de 50%. Ouais. Et vraiment aller continuer à battre les différentes barrières qu'on peut avoir dans le monde de la santé, le monde de l'IA et le monde de l'entreprise en général. Eh bien, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Donc, tu opères non seulement en France, hein, vous êtes parti avec Jean-Charles il y a 10 ans, mais aussi maintenant en Belgique, en Espagne, au Canada, où vous avez l'un de vos plus gros investisseurs. Rappelle-moi leur nom, c'est un fonds OTPP. Un fonds de pension, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est le fonds de pension des instituteurs de l'Ontario. De l'Ontario, ok, super. Donc, l'État le plus riche, peut-être, là-bas. Vous avez décroché la première licence, j'avais vu ça depuis, les années 50. Alors, au Canada. Au Canada, et en France, c'était les années 80. Exactement, 1957. Il n'y a pas eu de nouvel acteur de l'assurance santé au Canada depuis 1957. Incroyable. Et parmi 5 compétiteurs, il y en a 3 qui ont été créés avant le Canada. Donc, c'est dire un peu l'âge de la compétition. Société d'assurance, mutuelle, les deux, ni l'un ni l'autre. Tu me diras comment vous définissez, ou néo-assureur, néo-courtier. Enfin voilà, tu me fais le nom de la tête, mais tu me Partenaire diras. de santé. Partenaire de santé ? Exactement. Ok, donc nouvelle catégorie. Vous avez remporté la surprise générale à 4 appels d'offres lancés par des ministères pour assurer la couverture santé de leurs agents face à des acteurs mutualistes historiques, indéboulonnables, intouchables, qui se sentaient en tout cas intouchables. C'est peut-être moi qui le dis, là, qui l'affirme. Aujourd'hui, donc, on va revenir sur la genèse d'Alan, si tu veux bien, son développement sur les 10 dernières années, fulgurant toujours, puisque plus de 50% de croissance, tu l'as dit. Ta vision sur l'IA, l'utilisation, puisque c'est toi le tech à la base, hein, sur ce projet-là. Et je sais que vous avez pris le truc à bras-le-corps. Pour vous, pour vos salariés, ce que vous appelez les Alaneurs, pour vos utilisateurs, et pour d'autres aussi, je pense à la French Tech avec Mistral, on ne va pas oublier ça, puisque le projet est né au sein d'Alan, il y a quoi maintenant 3 ans, je ne sais pas, avril 2022 C'était ou 2023. fin 2022. Fin 2022, voilà. Mais officiellement, on a appris, nous, la création au printemps 23, donc il y a moins de 3 ans, c'est allé très très vite. Est-ce que tu veux qu'on démarre ? Enfin, moi, j'aime bien démarrer généralement par votre parcours. Tu faisais quoi, Charles, avant Alan, donc avant 2016 ? Alors, moi, j'ai fait une formation, notamment, j'ai fait l'école des ponts et chaussées où j'ai connu Jean-Charles. Et lui, il est allé monter des sièges d'avions ultra légers qui volent sur plein de compagnies aériennes, dont Air France. Explicite, exactement. Et donc, pendant que lui était devenu entrepreneur, moi, je suis parti aux États-Unis. Continuer mes études d'IA, notamment, à l'époque où, en fait, l'IA, c'était encore un truc un peu niche. Et ensuite, parti à Berkeley pour ensuite travailler chez Facebook, Instagram, Twitter en tant que data scientist. Puis en 2016, je rentre en France pour créer Alan avec Jean-Charles. Bon, tu ne le fais pas pour l'argent parce que tu étais dans des belles boîtes, j'imagine, bien payées. Tu aurais pu continuer dans la tech américaine, ici ou encore plus aux US. Pourquoi tu décides de faire ça en France ? Et pourquoi la santé ? Parce que c'est pas un secteur... c'est très régulé, voilà. J'avais particulièrement envie de travailler avec Jean-Charles. On continuait à se parler depuis l'école et on voulait créer quelque chose qui change la manière dont les gens vivent leur santé. On avait eu des cas dans nos familles respectives où, si on avait mieux utilisé les données de santé notamment, on aurait pu parfois prévenir et mieux guérir certaines maladies. Et en fait, on s'est dit, il y a absolument quelque chose à faire pour transformer la santé, pour que ce soit un petit peu plus technologique, pour que chacun puisse gérer sa santé depuis son téléphone.
C'est un vrai sujet, la prévention chez vous, 10 ans après? Exactement. Okay. C'est on a pas mal parlé sujet sur ce podcast avec Zoé, avec Lucie plus récemment, mais on en parlera donc ensemble aussi aujourd'hui. Et je recommande, j'en profite, je fais ma promo là, pour 2 beaux épisodes. Jean-Charles qui est venu à ta place en 2022, donc au tout début de T45, même peut-être 2021. Et Ben, donc son ex-associé sur Explicit, qui a depuis lancé Fermat, qui se passe très très bien dans du recyclage d'alliage, etc. Avec là encore un très bel épisode. Alors, je t'ai coupé, tu voulais peut-être ajouter un truc ou non, c'est bon sur la prévention? Non, et en fait, donc, on avait vu qu'il y avait plein de déserts médicaux, notamment en France, et on voulait en fait apporter une solution qui permette à chacun de pouvoir parler à des médecins un peu n'importe quand pour pouvoir réduire le coût de la santé, améliorer la qualité du traitement de la santé et surtout redonner la main à chacun. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a voulu vraiment se focaliser et c'est là-dessus qu'on continue de travailler avec Alan. C'est-à-dire que oui, avec son app Alan, je suis utilisateur aussi, tu peux parler à un médecin. Si tu as des enfants en bas âge, tu peux parler à un pédiatre. On te répond dans les 30 minutes. Tout ça, c'est dans l'app, quoi. Exactement. Tout est dans l'app. Tu as des programmes qui te permettent de faire de la prévention, de mieux gérer ta santé. Parce que le but, notre mission chez Alan, c'est de vivre jusqu'à 100 ans en bonne santé. Et de permettre à chacun de pouvoir vivre. Tu veux qu'on soit tous centenaires? Potentiellement. Potentiellement. En tout cas, vous êtes très bien noté par ceux qui l'utilisent. Votre million d'utilisateurs, là. Alors, je n'ai pas tous les rankings, mais rien que sur l'App Store, qui doit faire une bonne partie quand même des avis, sur genre 10 000 avis, vous avez 4,9 sur 5. La marge de progression est compliquée, là, est ténue. Il faut surtout réussir à rester à ce niveau-là. Après, il y a toujours des gens qui ne vont pas être contents. On apporte des nouveautés, notamment on a un petit peu ludifié tout l'esprit de la prévention, donc pousser les gens à marcher plus avec notre Alan Play. Il y a certaines personnes à qui ça ne plaît pas et c'est normal. Tu as lancé ça quand? Alan Play, c'est vraiment en 2025 qu'on a lancé ça. Et on voit dès aujourd'hui que les gens marchent plus. Alors moi, je pensais bien marcher. Apparemment, selon vous, je suis dans les... Quand je dézoome sur un an, je suis dans les 45% meilleurs marcheurs. Donc, c'est pas ouf, quoi. Je sais pas, tu marches... je pensais... les 10 000 pas, tu sais qu'on dit que c'est un peu exagéré, quoi. C'est un petit peu plus que ce qu'il faudrait. Quand je marche plus que 10 000, mais je marche pas tous les jours 10 000, quoi. Ouais. Okay. Mais donc, nous, on fait une petite compétition chez Alan de gens qui marchent et il y en a qui font des semaines à 150 000 pas. C'est incroyable. Et toi, tu roules, tu marches, tu fais quoi? Moi, je fais du vélo. Tu fais du vélo. Ouais. Mais ça compte aussi dans l'effort physique. Ça compte aussi dans l'effort physique. On le comptabilise pas encore, mais ça viendra. J'avais reçu aussi, rappelle-toi, tu les connais sûrement, WeWard. Qui a toute cette gamification autour de la marche. C'est un peu la même chose finalement que tu offres là. Vous avez essayé de la racheter ou pas du tout? Pas du tout. Non. Nous on aime bien reconstruire les choses. Vous êtes inspiré ou pas du tout de ce qu'ils faisaient? Je ne crois pas. Et en fait nous on aime bien reconstruire les choses de zéro. Et il y a quelque chose qui est important, c'est que l'idée c'est de ludifier, mais c'est pas de donner un intéressement financier. Parce que en fait, si on commence à donner un intéressement financier à la prévention, les gens... tu peux pas. Toi, clairement, oui, toi, tu peux pas. Lui, c'est son modèle, c'est la pub, etc. Il est obligé de motiver les gens pour gagner des trucs, mais toi, tu peux pas. Et en fait, à la fin, ça peut casser un lien de confiance. C'est que si je te donne de l'argent parce que tu me dis que tu fumes pas, tu vas me mentir si tu fumes. D'accord. Et ça, on veut absolument pas avoir ça. Tu m'offres quoi? Parce qu'il y a quand même une gamification. Tu parles de ludification. Donc on a cette. Qu'est-ce qu'on gagne? Cette idée. On a ces berries. Donc c'est des petites baies, les petites. Voilà, c'est une sorte de petite monnaie qui te permet d'être récompensé quand tu fais quelque chose, soit marcher, soit de la méditation, soit respirer. Soit gagner un défi contre un de tes collègues. Et en fait, à la fin, tu peux utiliser ces berries soit pour donner à une bonne œuvre, soit pour avoir des coupons de réduction pour notre Alan Shop. Ok. 700 Alaners. Vous avez une culture très originale. Enfin, peut-être que vous avez été d'ailleurs sûrement copié, imité depuis, mais...
de fait d'ultra transparence que nous avait expliqué Jean-Charles à l'époque. Est-ce qu'elle a beaucoup évolué? Forcément, en 4-5 ans, ça a évolué ou c'est la même Alors forcément, depuis jour 1? ça évolue. Enfin, les tenants restent les mêmes. C'est qu'on fait tout à l'écrit, tout en transparence. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que je pense fortement que ça résout un problème fondamental des entreprises, qui est le problème de la barrière de Chesterton. Le problème de la barrière de Chesterton, c'est on a une barrière, un process dans une entreprise, et on se demande s'il faut l'enlever ou pas. Un réformateur dit on l'enlève, la personne sage qui vient derrière dit en fait, pour l'enlever, il faut que tu me dises pourquoi elle a été mise là dans un premier lieu. Et en fait, dans la plupart des entreprises, la manière dont ça se réalise, c'est que les gens finissent par dire on a toujours fait ça comme ça, et donc on change rien. Et en fait, nous, comme on a tout à l'écrit, tout en transparence, on peut aller faire de l'archéologie et savoir exactement pourquoi on a pris telle décision en 2018. Et là où ça a complètement changé depuis que tu as vu Jean-Charles, en fait, c'est qu'avec l'IA, on peut avoir ces réponses en quelques secondes, alors que ça prenait plusieurs heures de faire cette archéologie. C'est beaucoup plus simple maintenant, quoi. Et donc, ça nous donne un super pouvoir en tant qu'Alan, où en quelques secondes, je peux dire, cette décision, elle est devenue caduque, et donc on va la changer, on va faire quelque chose de mieux. Ouais, cette réunion a donné ça, on a appliqué, ou on va contre tel process chez nous, telle règle numéro 4, validée, survalidée par tout le monde. Et donc, il faut arrêter. Il y a un signal faible, un truc qui remonte. Voilà. Okay. Et donc, ça nous permet d'évoluer et donc d'améliorer notre culture et donc de ne pas se calcifier, ce qui, en général, conduit à la perte des entreprises. Culture très forte, on est dedans, on n'est pas dedans. Donc, elle n'est pas faite pour tout le monde, évidemment. Faite aussi sur l'ultra-transparence. Je sais combien gagne mon N+1, mon voisin. Je sais combien ils ont ou je vais avoir d'actions, de BSPCE, dans le jargon. Je ne pose pas mes vacances, enfin je les pose, mais je veux dire, je préviens un petit peu à l'avance, mais finalement elles sont illimitées. Je peux prendre 2 semaines, l'année d'après 8 semaines, si le taf est fait, si les obligations, les tâches, les KPI, etc., tout est rempli, le résultat est là, pas de problème. En fait, pour moi, la clé, c'est d'avoir l'infrastructure de la confiance. C'est-à-dire que la transparence, ça participe à cette infrastructure de la confiance. C'est que si je sais que je vais pouvoir aller auditer ce qui s'est passé, en fait, je vais faire confiance. Je vais dire, faites ce que vous avez à faire. Et si vraiment ça se passe mal, je vais aller regarder et on va voir qu'est-ce qui s'est mal passé. Et derrière, en fait, la prochaine fois, ça se passera bien. Et le truc, c'est que ça permet de redonner la main à toutes les équipes et donc de ne pas être sur leur dos à tous les moments. Et je pense que cette culture est vraiment supérieure aux autres et se traduit vraiment dans la droite lignée de la philosophie des Lumières, parce qu'on est dans la circulation de l'information, la circulation du savoir, et à la fin, ça nous permet de tous être meilleurs. Est-ce que les fondateurs, les managers, les C-level montrent l'exemple en, j'en sais rien, déconnectant après telle heure le soir, le week-end, en prenant eux-mêmes des vacances avec leurs enfants ou seuls ou que sais-je? Parce que le piège de ça aussi, c'est qu'effectivement, je ne m'arrête plus, quoi. Un peu quand j'en sais rien, le free food chez Google, il y a 20 ans, si tu as un frigo rempli tous les matins, que tu manges gratos, finalement, tu vis au boulot, tu rentres plus chez toi, quoi. Ouais. Enfin, la chose qui est très importante, c'est en effet montrer l'exemple et renforcer les comportements qu'on pense être bons et en même temps signaler les comportements qu'on pense être mauvais. Et en fait, la transparence permet de dire ah là, il y a ça, et si on le tolère, en fait, ça va être terrible pour l'entreprise, parce que la pire chose qu'on va tolérer, ça va être de facto la culture. Et donc, nous, on croit beaucoup en un concept qui est le bonheur eudémonique, c'est-à-dire le bonheur dans l'accomplissement de soi-même. Donc, on va pas dire à quelqu'un arrête de bosser après telle heure, etc. Enfin, si quelqu'un a l'impression d'être accompli en bossant un peu plus à tel ou tel moment, en fait, tant mieux pour eux. On croit beaucoup plus à l'harmonie entre travail et perso qu'en équilibre. En fait, c'est pas un équilibre qu'on doit chercher. C'est comment est-ce qu'on fait fonctionner pour que chacun soit heureux dans la manière dont il approche son travail. Et donc, ça veut dire qu'à la fin,
Il y a des gens qui vont travailler à certains moments et puis ils vont prendre une pause en plein milieu de la journée pour pouvoir faire, je ne sais pas quoi, un rendez-vous pour les enfants ou autre. Et le droit du travail français est compatible avec une scale-up? Globalement, oui. Ouais, Ouais. tu confirmes? Ouais. Parce que c'est un doute qu'on avait. Enfin, tu vois, quand tu regardes la Silicon Valley, le fameux 669, etc., de se dire... Alors, on n'est pas en 996. Ça, c'est sûr. On ne travaille pas de 9h à 9h. oui, j'ai dit 669, 996. 9h du matin, 9h du soir, 6 jours sur 7. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et je pense pas que c'est très sain comme rythme. Par contre, en fait, on va se débrouiller pour que chacun puisse s'exprimer au maximum. Il y a des gens qui aiment l'intensité, il y en a qui aiment pas trop ça. Ça ou pas ça, en tout cas, c'est pas tenable sur 10 ans avec des people qui ont potentiellement des enfants, une trentaine d'années. Enfin, tu vois, voilà. Exactement. Pour trois personnes dans un garage qui se lancent post-YC, pourquoi pas, mais ouais, exactement. Et pas pour une vraie entreprise structurée, quoi. Quand on regarde le leadership d'Alan, en moyenne, les gens sont chez Alan depuis plus de 5 ans et demi. Okay. Donc pas de churn, pas un gros churn? Non, pas de gros churn, parce que les gens se plaisent en fait dans ce système-là, parce qu'ils sentent que c'est plus efficace, ils sentent qu'ils peuvent apporter quelque chose, et derrière, la croissance de l'entreprise suit. Clairement. Donc vous l'avez mesuré ça aussi, tu vois, je pense avec ton... c'est Maxime, c'est ça, ton responsable RH chez vous? Maxime Lebras, oui. Avec lequel vous signez une lettre mensuelle. Exactement. Newsletter, donc j'invite tout le monde à s'abonner. Je mettrai le lien dans la description. Donc c'est intelligence humaine. C'est à la fois sur l'IA et sur les RH, c'est ça? Exactement. À la fois sur l'IA et sur les RH, parce que je pense que l'IA, c'est un sujet éminemment humain. En fait, il y a beaucoup de gens qui... il y a beaucoup d'entreprises, j'ai été voir beaucoup d'entreprises, et en fait, souvent, on a un DSI qui a balancé un outil d'IA et qui a dit hop, 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 c'est fini, on va voir comment ça marche. Mais en fait, ça marche pas. En fait, la transformation IA, pour moi, c'est 90% d'humain, 10% de technique. Et je dis ça en tant que directeur technique. En fait, on a cette technologie qui est nouvelle, et tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à adapter nos cultures pour pouvoir prendre le meilleur de cette technologie. Et donc, notamment, ce qu'on fait dans cette newsletter, c'est vraiment montrer les différents pièges à la fois idéologiques, philosophiques, dans lesquels on peut tomber. Et donc, on essaye de démystifier l'IA en expliquant un petit peu comment ça s'est passé, les différentes transformations technologiques dans le passé, comment est-ce qu'on peut réfléchir à cette technologie qui est nouvelle, et comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans le cadre des RH notamment. Chez vous avez notamment automatisé tout ce qui est la facture, où je vais scanner pas une ordonnance, mais voilà, ma dernière, j'en sais rien, facture d'un kiné, d'un ostéo, ouais. Et vous me remboursez de manière quasi automatique en quelques minutes, quoi. Et ça depuis longtemps, depuis des années, avant ChatGPT. Ouais, voilà, on a commencé à faire ça en 2022. Ouais. En gros, on peut rembourser en moins d'1 minute, ce qui prenait plusieurs journées historiquement chez les acteurs traditionnels. Et surtout, ça coûtait de l'argent, parce que c'était une personne qui devait transcrire la facture, la mettre dans un tableur Excel ou je ne sais quoi, et ensuite, en fait, on se fait rembourser. Et ça coûtait 3 à 4 euros par facture. Et donc, chez Alan, on reçoit plusieurs millions de factures par an. Donc, automatiquement, le fait d'avoir automatisé ça grâce à de l'IA, à la fois, ça augmente la qualité de l'expérience, parce qu'on peut rembourser en moins d'1 minute, mais en même temps, ça permet d'économiser de l'argent, et donc, derrière, de reverser ça et abaisser un petit peu les primes. Tu as aussi le callback, donc rappel des membres, qui pouvait se faire sur, j'en sais rien moi, pareil, 24, 48 heures, ouais. Là qui a été ramené à moins d'1 heure, c'est ça? Exactement. Comment ça marche, ça? Enfin, ça, notamment, c'est grâce à un meilleur dispatching avec de l'IA. Après, c'est aussi qu'on a mieux staffé le sujet. Historiquement, on faisait tout à l'écrit. Et en fait, comme maintenant, on s'adresse à plein de catégories différentes de personnes, notamment des gens qui ont besoin de parler à quelqu'un
au téléphone, en fait, ça nous permet de le faire. Mais qui veut être appelé sur quel type de sujet? Parce que c'est un peu contre-intuitif pour une start-up de répondre au téléphone. Souvent, elle veut pas. Et pas que les petites, d'ailleurs, pas que les start-up. Hein. Très souvent, le numéro est planqué. Enfin, ils veulent vraiment pas qu'on les appelle, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'on a une taille où on n'est plus une start-up, pour le coup. Et en fait, là, c'est plutôt, ça va être des retraités ou des personnes qui sont moins à l'aise avec certaines technologies, qui ont besoin de parler à quelqu'un, et on offre cette possibilité. Après, pour que les gens puissent nous envoyer quelque chose par chat, ils vont avoir une réponse plus rapide, notamment aujourd'hui où on a des outils d'IA qui permettent de répondre de manière immédiate, plutôt que d'attendre 3 à 5 minutes qu'il y ait une personne du service client qui réponde. En fait, avec de l'IA, aujourd'hui, 30% des tickets qui sont créés par nos membres sont répondus automatiquement par une IA avec un excellent taux de satisfaction. C'est quoi le portrait robot du client, là? Du patient, je sais pas comment tu appelles ça, du membre. Du membre, ouais. Ouais. En fait, aujourd'hui, on a vraiment de tout. Tu as cité les retraités, mais je pense que c'est pas les plus nombreux. C'est pas les plus nombreux, mais on a vraiment de tout. Ça va de la TPE d'une personne au ministère des Finances qui a 150 000 personnes. 35 000 clients, enfin 35 000 organisations sont clientes d'Alan. Et après, elles ont 1, 2, 10 membres, 130 000 membres. Voilà, exactement. Okay. Et en fait, l'idée, c'est que même dans toutes ces organisations, il y a des gens qui sont très à l'aise avec la technologie, d'autres qui le sont moins. Et donc, il faut juste qu'on offre une expérience qui soit bonne pour tous. Bon, tu as cité Bercy, ministère des Finances, mais en fait, je crois que le tremblement de terre, il avait eu lieu un peu avant avec le ministère de la Transition écologique. Ouais. Donc, c'est là où vous décrochez votre première grande victoire. Vous mettez, c'est une pierre dans le jardin des grandes mutuelles qui s'appellent MGN, aide-moi. MGEN. MGEN, enfin bon, voilà, il y en a plusieurs. La MGFI qui pensaient être sur des rentes, en fait. Ouais. Et non, vous venez les challenger, vous répondez à des appels d'offres. La loi aussi le permet, puisque effectivement, depuis 18 mois, ça a un petit peu évolué. Maintenant, les fonctionnaires peuvent, comme tout à chacun, avoir la mutuelle qu'ils décident. Et surtout, 50% de la prime est payée par l'État, enfin par leur ministère. Exactement. Et donc, c'est un grand chantier de l'État qui est la réforme de la protection sociale complémentaire pour aligner le public sur le privé. Le privé, depuis 2016, en fait, c'est obligatoire d'offrir une assurance complémentaire santé à tous ses salariés et de couvrir au moins 50%. Et donc, le public s'aligne là-dessus. Donc, il y a eu ces grands appels d'offres qui ont été mis en jeu. Nous, on pense qu'on a une expérience, une expertise à apporter. Et donc, on a postulé à ces appels d'offres. Et cette expertise, en fait, a été reconnue par les gens qui décident de l'attribution des marchés publics. Et donc, on a gagné tout d'abord les collaborateurs de l'Assemblée nationale, ensuite le ministère de la Transition écologique, aujourd'hui le ministère des Finances, de l'économie et des finances. Et après, enfin... Nous, ce qu'on cherche... Et après, ça ne va pas s'arrêter. Voilà, continuer. Ça continuera. Après, nous, toute notre prérogative, c'est de montrer qu'on peut être très compétent et bien faire notre travail et montrer que, en fait, la complémentaire santé, ça peut être quelque chose à la fois qui est une expérience positive avec un bon produit, que les trains arrivent à l'heure, que les opérations marchent, que les sinistres soient remboursés, et à la fin que chacun peut gérer sa santé depuis son téléphone, et donc en fait de simplifier tout le parcours de santé de tous, à la fois côté membre, mais aussi à la fois aussi côté administrateur. Donc tous les RH qui doivent passer du temps à gérer des affiliations papier, ça nous on n'en veut pas. On préfère que ce soit tout automatisé pour gagner énormément de temps partout dans le système. Compétent et compétitif, j'imagine aussi. Et là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a entendu, c'est une boîte financée, ultra financée, en gros l'argent du grand capital. On a entendu, ils se font aider par un conseil qui vous aide sûrement peut-être pour les appels d'offres, non, un cabinet ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs. En fait, les appels d'offres, en général, ils désignent un cabinet qui les accompagne. Okay. Et il y a plusieurs cabinets et parfois
On gagne avec certains cabinets, parfois avec d'autres. Ça marche. Etc. On a dit que vous étiez que du coup c'était sûrement à perte, vous étiez trop compétitif. Quand je dis j'ai entendu, j'ai lu, mais dans les critiques. Et d'ailleurs, du coup, c'est les appels d'offres qui ont été contestés. C'est-à-dire que ceux qui ont perdu, qui avaient les marchés depuis 20, 30, 50 ans, depuis toujours, ils sont allés en justice, et jusqu'à maintenant vous avez toujours gagné, les contester en disant ouais c'est pas juste. On a gagné parce qu'on a fait les choses dans les règles de l'art. Et à la fin, en fait, les acteurs qui ont attaqué, finalement, ils nous doivent à peu près 1 000 € à chaque fois. Ok, 1 000 € de quoi ? Qui nous ont pas payé d'ailleurs. 1 000 € de quoi ? De frais de frais de justice, en fait. Bon, ça va, 1 000 €. Voilà. Mais ils ne nous les ont pas payés. D'accord. Mais est-ce que, c'est de bonne guerre ou pas d'ailleurs, est-ce que vous aviez imaginé que ça allait... Si, sûrement, forcément, vous aviez imaginé que ça allait faire du bruit, quoi. D'aller comme ça... Après, déloger des centaines de milliers de fonctionnaires dans un marché pas très concurrentiel, qui ronflait. C'est sûr. Quand on fait des choses, on dérange ceux qui veulent que rien ne bouge. Ça, c'est sûr. Et donc, nous, notre sujet, c'est plutôt, est-ce qu'on peut apporter une meilleure expérience à la fois aux membres et aux administrateurs ? Et je pense que la réponse est oui. Et donc, après, si ça veut dire que ça déplace certains acteurs, c'est dommage pour eux, mais à la fin, il faut améliorer tout. Il faut porter le marché pour que les expériences soient meilleures pour tous. Et d'un mot, ils se sont améliorés ou pas ? Je pense que moi, je sais que j'ai été dans le passé chez des courtiers type Grâce à Voix et tout. C'était une catastrophe, quoi. Franchement, tu te demandais si c'était pas fait exprès pour pas que tu renvoies une feuille de soins, etc., quoi. Vous les avez vu bouger un petit peu ou pas ? Et en fait, je pense que tout le monde a bougé. À l'image de Uber et Taxi G7, tu vois. Les taxis aujourd'hui, c'est vachement bien. Voilà. C'est même parfois mieux qu'Uber. Et en fait, ça fait partie de toute notre réflexion, c'est que en augmentant la qualité de ce qui peut être attendu par les personnes, derrière, on emmène tout le marché. Et je pense que c'est un net gain pour tous. J'ai compilé un tas d'articles là, sur vous ces dernières, on va dire, 12-18 derniers mois. Mais on lit n'importe quoi parfois. Hein. Dans les analyses et où les acteurs qui parlent, tu souris parce que tu vois à peu près où je peux aller, même s'il y a plein d'exemples. Je voyais qu'il y avait des gens qui doutaient de votre viabilité, tu vois, en disant de toute façon, ils vont se faire racheter. Et soit ils sont de très mauvaise foi, soit ils sont mal renseignés, voire les deux. Mais tu vois, certains faisaient le parallèle entre Luco, racheter, j'en sais rien, une peau de chagrin par Alliance. On n'est pas du tout sur la même histoire, là. Non, je pense qu'on est vraiment un des acteurs les mieux capitalisés du marché. Donc, il y a une règle. Donc, il y a des ratios. C'est très réglementé. Il y a donc cette règle qui s'appelle Solvabilité 2. Et donc, il y a un Solvency Capital Ratio, donc un ratio de capital de solvabilité. Et on fait partie de ceux qui ont les meilleurs ratios de capital de solvabilité. C'est-à-dire vous gardez du cash face aux centaines de millions de chiffres d'affaires, enfin de primes que vous allez collecter chaque année, quoi. Et on est contrôlé par la CPR, donc, qui dépend de la Banque de France, qui est le régulateur de l'assurance. Et c'est des gens qui sont sérieux, s'il y a le moindre pas de côté, ils seront sur notre dos. Et je pense que c'est une bonne chose. Et à la fin, en fait, ça veut dire que ça crée une confiance dans ce système. Et je pense que c'est ce que méritent tous les membres d'Alan et même tous les assurés en France et ailleurs. On revient sur l'IA avec cette histoire Mistral là, incroyable que j'ai quasiment découverte, moi, il y a 1 an, tu sais, lors du sommet de l'IA, où vous étiez nombreux là, à représenter les scale-up françaises. Il y avait le patron d'OpenAI, etc. Enfin, il y avait du beau monde. Et c'est sûr que Mistral, peu de gens connaissent la jeunesse de cette boîte, où finalement, ça aurait pu ne pas voir le jour, en fait, parce que c'est notamment dans ta tête que le truc naît. Non pas Mistral, mais l'idée de travailler sur de l'IA, etc. Et ça va déboucher sur un Mistral in fine. Ouais, après, à la fin, tout a été fait par Arthur, Guillaume et Timothée. Enfin, c'est vraiment leur boîte et c'est eux qui ont tout fait. Nous, on a, avec Jean-Charles, eu un apport tout au début qui était... on a vu qu'on avait transformé... Donc, je refais l'histoire complète. Refais, ouais. Fin 2021, début 2022, on se rend compte que l'IA a vraiment changé, qu'il faut qu'on prenne,
qu'on prenne la mesure de cette nouvelle technologie. Et donc, moi, je m'arrête de faire tout ce que je fais en tant que CTO pour me focaliser uniquement sur me reformer sur l'IA. On acquiert assez rapidement la conviction qu'il faut transformer la boîte avec de l'IA. Donc, on commence à transformer la boîte. Et là, on se rend compte que on est complètement tributaire d'une seule entreprise qui était OpenAI, qui était américain. Et donc, que s'il se passait quelque chose, genre géopolitique, où les Américains décident que les Européens ne sont plus leurs copains ou autre, potentiellement, c'était un risque stratégique à long terme. Donc, on se dit, il faut absolument qu'on crée, qu'on fasse émerger un nouveau champion de l'IA européen. Et en fait, on avait remarqué que il y avait énormément de talents qui venaient d'Europe et qui juste travaillaient dans les boîtes américaines. Donc, on se dit, on va aider à faire émerger ça. Et un peu tel, alors je le dis à ta place parce que tu es trop modeste, mais tel un sélectionneur, tu vas passer des coups de fil et monter une sorte d'équipe, de task force au sein d'Alan, mais tu sais dès le départ que ça se fera en dehors d'Alan. C'est un projet, c'est pas un spin-off, ça va partir tout seul. À côté. Nous, c'était sûr, c'était que Alan, c'est pas une boîte qui allait faire des modèles d'IA et les vendre aux autres. Pas votre métier. On a déjà notre métier. Et donc, le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut faire émerger cet acteur qui nous dérisque à la fin parce qu'ils font de l'open source et qui deviennent champions européens. Dont Alan sera client, donc. Dont Alan sera client, notamment. Exactement. Ouais. Et donc, on commence à monter ce sujet, on a créé une stratégie sur comment est-ce qu'on peut se contre-positionner contre les géants de la tech. Notamment, ça marche par l'open source, où en fait, assez rapidement, avec de l'open source, on peut créer une licorne si on a le meilleur modèle. Et donc, on est allé voir les meilleurs chercheurs en IA que tout le monde nous a pointés. Et c'était Guillaume Lample, Arthur Mensch et Timothée Lacroix. Et on est allé les voir, on leur a dit, nous, on a envie de créer ce champion. Par contre, vous êtes les meilleurs chercheurs au monde dans ces sujets. Faisons le truc ensemble, on a une stratégie, on va vous aider à lever 1 milliard en 1 an, on va vous aider à construire la meilleure entreprise. Après, c'est vous qui serez les fondateurs, c'est vous qui allez tout faire. On fait juste ça ensemble, donc on a serré la main et ensuite Mistral est devenu Mistral. Et en fait, c'était un moment assez intéressant. C'est assez exceptionnel de se placer dans une situation où on se dit, comme on se dit ça va marcher, en fait, finalement, ça va marcher. Mais, sauf que tu l'as dit comme ça, là. C'est pas que tu refais le film, mais ça semble très, très simple. Tu leur as sorti la feuille de route, eux ont dit banco, on y va, on quitte nos boîtes respectives, etc. Ils étaient tous dans les Google, Meta et compagnie. Arthur travaillait chez Google. Et vous avez fait ça. Vous avez créé un LLM open source concurrent d'OpenAI, de ChatGPT. Vous avez levé 1 milliard en moins d'1 an. Et c'est devenu maintenant la première décacorne française. Donc personne ne l'avait jamais fait en France. Et d'ailleurs, c'est la seule boîte d'IA aussi waouh, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, sur le territoire européen. Il y a d'autres très belles boîtes, mais en effet, l'avantage de Mistral, c'est que Mistral devient un agrégateur à la fois de talent et de business. C'est que à partir du moment où on arrive à avoir une vitesse d'échappement, d'une certaine manière, c'est en orbite et donc ça attire tout ce qui passe à côté. Et ça, c'est génial parce que on manquait d'un acteur de référence en Europe. Et Mistral devient cet acteur global qui part de l'Europe. Et vous dire que finalement, en même pas 3 ans, alors c'est pas comparable, mais que c'est une boîte qui maintenant pèse plus qu'Alan, qui a 10 ans. C'est un truc de fou. C'est génial. Bien sûr. Hein. Et honnêtement, tout ça, c'est vraiment Arthur, Guillaume et Timothée qui ont mené cette barque-là. C'est vraiment incroyable. Et après, ils ont su s'entourer des bonnes personnes et ça fait une super aventure. Bon, et la France et l'Europe dans tout ça, là, au-delà de Mistral, comment tu nous sens Autant il y a très peu de touristes, il y a beaucoup moins de touristes qu'avant, français, européens, qui vont aux US, mais autant il y a un exode, je ne sais pas comment l'appeler,
d'Européens, notamment de Français, qui partent à New York, à San Francisco ou autre. Tu dois les voir comme moi. Comment t'expliques ça, là? Bah, historiquement, en fait, on n'avait pas de belles entreprises pour agréger ces talents. Mistral, ça permet de faire ça. Alan, dans une certaine mesure. Plein d'autres entreprises peuvent faire ça. Donc, il y a déjà beaucoup plus de talents qui peuvent rester parce qu'il y a des entreprises de qualité. Après, on n'est pas forcément aidé par certains débats publics qui créent une forme d'incertitude. Ça n'aide pas en fait à entreprendre et à créer les meilleures entreprises. Mais la France, en fait, a d'énormes qualités, d'énormes capacités, donc à la fois au niveau des talents, donc on forme parmi les meilleurs mathématiciens, parmi les meilleurs esprits d'ingénieurs en France. On a de l'énergie décarbonée à foison. Si on arrive à construire les data centers, etc., qu'il faut, en fait, derrière, on économise un petit peu de carbone parce que notre énergie est particulièrement décarbonée. Il y a très peu de giga data centers en Europe et il n'y en a pas en France. Et il y en a assez peu. Il y a Mistral qui crée Mistral Compute. Il y a des projets, mais le problème, c'est si en fait on a une mauvaise appréhension de l'IA, et je pense que le public en France n'a pas forcément une très bonne appréhension de l'IA. Il y a beaucoup de désinformation. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire peur sur l'IA. Et à la fin, en fait, ça n'aide pas à l'adoption. En fait, le meilleur moyen d'aider à l'adoption et d'enlever la peur, c'est justement de faire des choses avec de l'IA. De se rendre compte que, en fait, ça peut être un outil formidable et aider chacun à être un petit peu plus humain à la fin. Et ça, c'est un des sujets que je porte assez fortement. C'est que l'IA nous permet d'avoir une forme d'optionnalité qui nous permet d'être plus humain, donc choisir ce qu'on a envie d'être en tant qu'humain. Et pas, comme on l'entend aussi trop souvent ou très souvent, d'être plus productif, voire de virer des gens dans l'équipe et oui, de produire toujours plus, quoi, pour être un peu meilleur que le voisin. Alors, ça nous aide à être plus productif. Et en fait, être plus productif, je pense que c'est une bonne chose. Ça veut dire que derrière, on fait plus de choses en moins de temps. Donc, après, la question, c'est comment est-ce qu'on réinvestit cette productivité? Et pour moi, il y a 4 manières différentes de réinvestir cette productivité. Soit on coupe les coûts, mais en général, c'est assez court-termiste et on va pas très loin si on fait que couper les coûts. On peut réinvestir cette productivité dans la quantité, donc faire plus avec moins. On peut réinvestir dans la qualité, faire mieux. Ou alors, on peut réinvestir dans travailler moins. Et d'une certaine manière, c'est un peu le rêve keynésien. Keynes qui a dit en 1930, dans 100 ans, on ne travaillera que 15 heures par semaine. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Et pourquoi ce n'est pas le cas? C'est parce que nos attentes en tant que consommateurs ont augmenté énormément. Et on a résolu plein de problèmes qu'on n'aurait pas pu résoudre si on avait juste décidé de couper le temps de travail et de travailler 15 heures par semaine. Et donc, d'une certaine manière, en fait, la question, c'est comment est-ce que, en tant que société, on veut réinvestir cette productivité, mais cette productivité est un gain en lui-même très important. Mais ta conviction, toi, à moyen long terme, ne serait-ce que pour Alan, tu vois, dans 5-10 ans, grâce à l'IA, où est-ce que vous allez aller là? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense que Alan est une des entreprises les plus avancées dans son adoption de l'IA, en tout cas pour la productivité, pour les process internes et pour créer des nouveaux produits. Et on n'a jamais autant recruté. Et c'est ça qui est un peu paradoxal. Et tes investisseurs te disent pas, mais Charles, tu n'as rien compris avec... Il y a des boîtes maintenant qui font 200 millions d'ARR avec 50 gus. Pourquoi tu t'amuses à embaucher? Au contraire, ça nous permet de faire encore plus et de meilleure qualité. Et pourtant, on automatise tout ce qu'on peut automatiser. Et les gens sont très contents de donner certaines tâches qu'ils faisaient qui étaient un peu rébarbatives à l'IA. Et c'est tout le sujet. Enfin, si on regarde l'historique, les entreprises aujourd'hui, enfin les pays aujourd'hui qui ont le plus d'ouvriers,
c'est celles qui ont le plus automatisé. Et pourquoi ? Parce que, en fait, en automatisant énormément, derrière, on devient plus compétitif, ce qui veut dire qu'on garde les industries sur son sol. Et donc, derrière, en fait, on embauche des ouvriers pour pouvoir gérer toute cette automatisation. Et des ouvriers qualifiés qui vont gagner 2-3 fois le salaire qu'on peut avoir dans les services. Les services sont très présents, on le sait, dans des pays comme les nôtres. On sent qu'on est condamné à bosser là-dedans, quoi. Exactement. Ok, très clair. Bon, il nous reste 4-5 minutes à peine pour tes questions de fin, questions rituelles que tu connais un peu, je crois, Charles. Meilleur souvenir, tiens, chez Alan depuis 2016, c'est quoi ? Alors, meilleur souvenir, ça a été de lancer Alan et de travailler avec un petit groupe et en fait, prendre un sujet qui nous paraissait quasiment impossible, c'était d'obtenir un agrément d'assurance et d'aller de 0 à l'agrément d'assurance en 6 mois. Donc, complémentaire santé, partenaire santé, mutuelle, assureur, vous êtes quoi là ? Tu m'as dit c'est leur partenaire santé. Mais on est un partenaire santé. Officiellement, le vrai donc, terme, c'est quoi ? Officiellement, le vrai terme, c'est assureur. Assureur. Ce sont vos produits, tu n'es pas courtier, quoi. Tu ne distribues pas des trucs faits par d'autres. Exactement, assurance complémentaire santé. C'est nous qui portons le risque, c'est nous qui distribuons en direct, c'est nous qui gérons les sinistres. Et au-dessus, c'est nous qui créons des services de santé qui nous permettent d'avoir un acteur complètement intégré verticalement et donc de proposer le meilleur service. Sans casser les prix pour avoir des contrats ? Non, l'idée, c'est pas de casser les prix, c'est de faire payer le prix juste à tous nos clients. Et pour autant, vous n'êtes pas encore rentable. Comme tu me diras, beaucoup de scale-up, quoi. C'est pas le but, mais... on est à l'équilibre aujourd'hui en France. Ok. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer à investir parce qu'il y a tellement à faire pour améliorer la santé de chacun. Bon, le moins bon souvenir, alors, tu dirais que c'est quoi ? Le moins bon souvenir, c'est difficile parce que la nature d'entrepreneur, c'est une nature assez optimiste. On efface un peu quand ça s'est passé. Qui efface les choses... d'une certaine manière, toutes les crises sont une opportunité de faire mieux. Donc, est-ce qu'on a des vraiment mauvais souvenirs ? Le coup dur, quoi. Ouais. À titre perso. Enlève le on, le Charles, moi. Ouais. Dans l'histoire d'Alan, j'ai pas eu particulièrement de coup dur. Mais peut-être que j'ai juste effacé complètement de ma mémoire. Mais on essaye toujours de continuer à regarder devant. Bon, alors, ta plus grosse erreur, ce serait quoi ? Ma plus grosse erreur... Que tu ne referas pas, parce que seulement tu l'as fait une fois et maintenant on ne va pas t'y reprendre. Est-ce qu'il y a des très très grosses erreurs qu'on aurait faites ? C'est difficile, ces questions. Et encore une fois, c'est un peu l'esprit optimiste, c'est que en fait, ces erreurs, moi je crois beaucoup ça t'a servi, quoi. En l'idée de l'antifragilité, c'est que les erreurs me rendent plus fort. Ouais, mais je te demande justement de la partager, parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire le prochain Alan. Ouais. Donc tu vas les aider, là. Comment est-ce que... la difficulté, c'est que si on changeait certaines choses, le potentiellement, film serait pas le même. En fait, voilà, c'est l'effet papillon. Je suis d'accord. Mais potentiellement, ça a été de déléguer une partie d'opérations à des entreprises extérieures parce qu'ils n'étaient pas capables d'apporter le même niveau de service qu'on peut le faire quand on internalise tout. Donc ça a dénaturé la mission, la qualité promise, quoi. Le truc dont tu es le plus fier, 10 ans après ? Je pense que c'est l'équipe. C'est vraiment... est-ce que on arrive à avoir... On a réussi à avoir une densité de talent dans l'équipe, de garder une culture hyper forte et que tout le monde joue le jeu. Je pense que c'est vraiment exceptionnel et je ressens l'humilité d'être avec des gens aussi forts autour de moi. Anecdote que tu gardes en exclu là pour tes 45 que tu n'as jamais raconté jusque-là en public. Peut-être, je sais pas, une anecdote par exemple, je suis la première personne à avoir campé sur le campus de Facebook en Californie, sur Hacker Square. Je sais pas si tu vois
si tu vois un peu le... Je suis passé à côté, mais ouais, je vois pas L'endroit. forcément le terrain de camping où tu étais. En plein milieu du campus de Facebook, j'avais installé ma tente. Menlo Park. Voilà, à Menlo Park. J'avais installé ma tente et j'avais campé là-bas. Et c'était un bon souvenir. On est en quelle année, là? Là, on est en 2012. 2012, ok. Un conseil pour celui qui entreprend là, en 2026. Tu lui dirais quoi? Tu viens de faire à Paris, à Marseille, à Lyon, aux États-Unis, où il veut? Je pense que ça se fait un peu d'où on veut. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui avec des agents d'IA. Il y a vraiment une nouvelle vague de révolution technologique. Enfin, il y a eu la vague de l'IA de 2023, la vague de l'IA de 2025 qui est complètement différente. Et quelqu'un qui sait très bien utiliser des agents peut aller très très loin. Un exemple, dimanche soir, j'ai codé un jeu en 1h30 parce que je voulais faire ce jeu avec des copains. J'y avais pensé depuis des années et en fait, ça m'aurait pris des semaines de le faire. Et là, j'ai pu le faire en 1h30. Et genre, c'est complètement dingue de pouvoir faire des choses comme ça. En codant ou avec des prompts? Avec des prompts, mais en codant aussi. Enfin, c'est du vibe coding, mais d'une certaine manière, c'est de AI assisted development. C'est pas être complètement naïf dans la manière dont on fait notre vibe coding. Et une personne, tiens, qui doit passer après toi cette année? C'est une excellente question. Moi, je te suggérerais Benjamin Netter de Riot. Si tu l'as jamais vu. Il est déjà venu. Ah merde. Allez, Joker, un autre. Joker. Alors, qui est-ce que tu veux? Une entrepreneuse. Une entrepreneuse. Je suis vraiment pas bon pour les référoles. Joker. Je suis obligé de réinviter Benjamin, mais c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Non, mais j'avais zappé que tu l'avais pas. Excellent épisode, je mets le lien. Une boîte dans laquelle tu aurais mis un ticket, comme Business Angel peut-être? Je pense peut-être inviter Armatan AI, je ne sais pas si tu les as déjà eus. Non, je ne connais pas. Ils font de la défense exceptionnelle. Okay. Allez. Ça risque d'être un thème qui va rester chaud en 26, donc ouais. Armatan AI. Ouais. Ok. Un des cofondateurs, une préférence? Ouais. Mouad, je pense qu'il peut être... Mouad. Bon. Mouad. Ouais. Bah écoute, l'invitation est lancée. Ouais. Je vais le pinguer et puis il viendra après toi. Merci mille fois, Charles, pour ce bel épisode. On a parlé de Mistral, on a parlé de l'IA, des 10 ans évidemment d'Alan, ce million qui n'est que le premier. Il y en aura plein d'autres de membres donc sur cette magnifique scale-up française qui fait partie du Next 40 et plein d'autres choses. Voilà. À bientôt, Charles. Merci. Merci, Seb. Ciao.